Aujourd'hui, nous allons explorer une notion clé de la psychologie individuelle d'Alfred Adler, le sentiment d'infériorité. Souvent perçu comme une faiblesse, ce sentiment est en réalité un moteur puissant de développement. Il est au cœur de notre dynamique psychique et influence notre manière de nous adapter, d'interagir et d'évoluer dans la société. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter brièvement. Mon approche clinique repose sur une vision intégrative de l'accompagnement, alliant psychanalyse adlérienne, conseil familial et thérapie psychodynamique. En parallèle, je suis directrice et fondatrice de l'Association pour l'éducation au bonheur, qui œuvre pour une approche éducative favorisant le respect, la coopération et le développement du sentiment d'appartenance et des compétences psychosociales. Mon travail s'inscrit donc pleinement dans la pensée adlérienne que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Être humain, c'est se sentir inférieur. Et cette affirmation d'Alfred Adler pose les bases de notre réflexion. Ce sentiment d'infériorité est inhérent à l'expérience humaine. Il structure notre personnalité, oriente notre façon d'interagir avec le monde. Alfred Adler, pour ceux qui ne le connaissent pas ou peu, est le fondateur de la psychologie individuelle. Contrairement à Freud, avec lequel il a travaillé pendant de nombreuses années, Alfred Adler met l'accent sur une approche basée sur le sentiment d'infériorité et le sentiment d'appartenance, qu'il appellera le Gemeinschaftsgefühl. Il introduit des concepts majeurs comme le style de vie, c'est-à-dire notre manière unique d'interpréter et de répondre au monde, la logique privée, notre système de croyances subjectives, la compensation, c'est-à-dire le processus d'adaptation face au sentiment d'infériorité. L'influence d'Alfred Adler dépasse la psychologie clinique et touche également l'éducation, la sociologie et la prévention en santé mentale. Alfred Adler était un pionnier du conseil familial et des groupes de parole. Il a introduit une psychologie engagée socialement. Il insistait en effet sur le fait que être médecin, c'est avant tout éduquer. Éduquer au respect de soi et des autres, éduquer à la dignité de chacun et en particulier à la dignité de l'enfant. Alfred Adler prône une éducation au niveau des yeux, selon une expression allemande. Il s'agit d'une approche basée sur le respect mutuel et la coopération, c'est-à-dire hors des rapports de supériorité et d'infériorité. Et c'est d'ailleurs cette vision qui inspire le concept de fermeté et de bienveillance de la discipline positive. Mais revenons au sentiment d'infériorité. Dès sa naissance, l'être humain est marqué par une double immaturité qui façonne son développement et son rapport au monde. La première immaturité, c'est l'immaturité néoténique. Contrairement aux autres espèces, l'être humain naît dans un état de dépendance extrême et met plusieurs années à acquérir son autonomie et à s'adapter progressivement à son environnement. La deuxième immaturité, c'est l'immaturité que l'on appelle ontologique. L'humain ne se contente pas simplement d'exister. Ça, c'est ce que l'on appellerait le niveau ontique. Il doit aussi donner du sens à son existence. Il n'a pas d'orientation instinctive fixe. C'est à travers ses expériences et ses relations sociales qu'il apprend à être. Peu à peu, il construit son identité et le sentiment de la place qu'il occupe dans le monde. Cette immaturité néoténique et ontologique se traduit par des ressentis tels que le manque, l'insatisfaction, l'insécurité, l'incomplétude, l'insuffisance, l'instabilité. Et c'est donc cet état de moins qu'Alfred Adler appelle le sentiment d'infériorité. Parce que contrairement à une idée reçue, le sentiment d'infériorité n'est pas un frein, mais c'est un moteur. C'est lui qui pousse l'individu à s'adapter, à apprendre, à se dépasser. En fait, nous n'agissons, nous ne pensons, nous ne ressentons jamais par hasard. Nos actions sont toujours dirigées vers un objectif, même si cet objectif n'est pas toujours compris, conscient.
Adler insiste donc sur cette idée fondamentale que tous les comportements humains sont orientés vers un but. Et ce but, c'est de passer d'un état ressenti comme moins à un état ressenti comme plus. On va prendre un exemple simple. Le bébé qui pleure ne le fait pas uniquement parce qu'il a faim. Il pleure dans le but d'attirer l'attention et de susciter une réponse de son entourage. D'ailleurs, les enfants qui ne reçoivent pas de soins, par exemple les toxicos ou des orphelins, comme on l'a constaté pendant la guerre, ils cessent très rapidement de pleurer, ou de crier d'ailleurs. Et pourtant, ces enfants ont faim. Mais c'est ce que l'on appelle la résignation acquise. L'enfant a faim, mais il ne crie plus. Donc de ce point de vue-là, on voit bien que la faim n'est pas la cause directe des cris. Les cris ont pour but d'attirer l'attention. Pour surmonter notre sentiment d'infériorité, donc, on met en place un mécanisme clé que l'on appelle la compensation. Euh, pour notre bébé dont on parlait tout à l'heure, la compensation de son infériorité, ce serait justement la puissance de son cri. Imaginez si le cri du bébé ou ses pleurs avaient un son mélodieux, agréable. Est-ce que ce serait aussi efficace pour qu'on lui vienne en aide? La compensation est donc un processus d'adaptation à nos sentiments d'infériorité. Elle prend différentes formes, certaines constructives, d'autres rigides, voire même problématiques. L'idée est toujours de passer d'un sentiment de moins à un ressenti d'un plus. Mais ce ressenti de moins n'est pas une donnée absolue. En fait, c'est subjectif. Et se sentir plus, de la même façon, c'est subjectif. Et je vais même plus loin. La compensation elle-même, cette façon de passer du moins au plus, c'est tout aussi subjectif, personnel et contextuel. En fait, la manière dont nous compensons notre sentiment d'infériorité dépend de notre logique privée et de notre style de vie. Ce sont des schémas qui sont mis en place dès l'enfance pour donner du sens à nos expériences. Il s'agit d'évaluation et d'interprétation personnelle et contextuelle qui sont façonnées par les croyances individuelles héritées de l'éducation et des expériences précoces, des comparaisons sociales, par exemple entre des pairs, dans les modèles familiaux, par rapport aux figures d'autorité, ou des normes culturelles, voire sociétales, des attentes de réussite, toutes les images également véhiculées par les médias ou les réseaux sociaux. Lorsqu'une personne ne parvient pas à compenser efficacement son sentiment d'infériorité, celui-ci peut se rigidifier et devenir un complexe d'infériorité. L'individu se perçoit alors comme incapable, inadapté, et cela entrave son développement. À l'inverse, certains individus vont chercher à surcompenser leur sentiment d'infériorité et développer ce qu'on en appelle un complexe de supériorité, qui va se traduire par de l'arrogance, du mépris pour les autres ou une volonté de domination. D'ailleurs, ces croyances qui sous-tendent ces complexes sont, par exemple, pour le complexe d'infériorité, j'ai pas ma place. Je ne suis pas digne d'amour ou d'amitié. Je ne suis pas capable. Je suis une erreur. Je suis moins bien que les autres. Ça, c'était pour le complexe d'infériorité. Et pour le complexe de supériorité, alors, quelles sont les croyances qui le sous-tendent? J'ai droit à ma place. Les autres ne sont pas dignes de mon amour et de mon amitié. Les autres ne sont pas capables. Les autres sont des erreurs. Je suis mieux que les autres. Mais sans aller jusqu'à ces complexes, vous voyez, où tout est vraiment, les schémas sont rigidifiés. En fait, nous, quand on est mu par un sentiment d'infériorité, parfois, ou nos enfants, la compensation peut être un peu excessive et surtout pas suffisamment diversifiée. Et cela peut donc mener à ce que l'on appelle des surcompensations. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les compensations ne sont pas figées. Et comme on l'a vu tout à l'heure, leur interprétation est subjective. Et c'est cette interprétation subjective de l'infériorité qui va déterminer si ce sentiment d'infériorité peut devenir moteur,
moteur de croissance, moteur de développement, quelque chose de constructif, d'utile, ou alors source de blocage. Et on va voir maintenant un certain nombre de sources de blocage potentielles. Alors, c'est des exemples que je donne, c'est juste pour voir un peu mieux. Alors, quel type de surcompensation? Première surcompensation que je vous propose, c'est ce que j'ai appelé la surcompensation antisociale, la surcompensation de manipulation ou d'agressivité, où l'individu va se protéger en adoptant des comportements nuisibles, on dirait toxiques, et souvent des comportements qui sont au mépris des règles et des normes. En tout cas, il s'agit d'imposer sa propre logique. Le problème sous-jacent de ces surcompensations, c'est que l'individu perçoit les relations comme des rapports de force et refuse toute forme de coopération. Le deuxième type de surcompensation de supériorité, il s'agit d'écraser les autres pour masquer une infériorité. L'individu tente d'échapper à son propre sentiment d'infériorité, il préfère pas le voir, et il adopte une posture de domination. Le problème sous-jacent est il ne veut pas reconnaître son propre insécurité et le compense en imposant une autorité excessive. On a également ce qu'on peut appeler la surcompensation morale. C'est un excès de contrôle, l'individu qui cherche à dominer par la vertu ou à masquer son insécurité en se fixant des standards inatteignables. C'est un individu qui ne tolère aucune faille en lui. Il cherche à compenser donc, une insécurité profonde que l'on a tous par une quête de dépassement de soi qui pour le coup sera non pas directif mais tendancieuse, rigidifiée, extrême. Un autre type de surcompensation, c'est ce que j'ai appelé la surcompensation défensive. C'est un évitement actif ou une peur de l'échec. L'individu adopte des stratégies de fuite, de camouflage pour éviter d'affronter ses insécurités. Le problème sous-jacent, il redoute d'être confronté à ses propres limites et préfère se cacher derrière des stratégies d'évitement. Mais attention, la plupart ne sont pas conscientes, pas compris, ne réalisent pas que c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a également la surcompensation d'infériorité. L'individu intériorise son sentiment d'infériorité et se positionne dans une posture que j'appellerais moi de renoncement. Le problème sous-jacent, il n'accepte pas son infériorité au point de ne plus chercher à s'épanouir. Il s'enferme dans un schéma de résignation, d'abandon, de découragement. Enfin, il y aurait la surcompensation asociale. On va se passer de l'autre. C'est un repli et un désengagement. L'individu choisit l'isolement, le repli sur soi comme protection contre la peur du rejet. Et surtout, plutôt que d'affronter nos propres insécurités, nos propres peurs. Alors, je vous ai les listés là rapidement. Ce ne sont que des exemples et on pourrait en trouver d'autres. Toutes ces surcompensations, ce sont des façons de se débrouiller avec le réel, avec l'autre, qui sont centrées sur des solutions rigides et surtout des solutions que j'appellerais sur l'axe de la volonté de puissance, cet fameux axe du sentiment d'infériorité vers le sentiment de supériorité, mais c'est un axe personnel. Les solutions sont individuelles. Et c'est ça qui en crée la rigidité, que la manière dont on compense son propre sentiment d'infériorité dépend de son sentiment d'appartenance. Plus nous nous sentons à notre place, plus nous sommes capables de compenser notre infériorité de manière constructive, coopérative. Adler disait du côté utile de la vie, c'est-à-dire une compensation qui s'intègre de manière fluide dans un collectif. Et c'est en fonction de ces expériences et de ces relations d'attachement que l'enfant, et puis donc plus tard l'adulte, peut peu à peu choisir soit de passer sa vie à chercher sa place, à osciller entre une quête d'approbation, de dépendance affective, de revendication anxieuse, tout en doutant de son droit à exister pleinement dans le regard de l'autre. Soit de lutter pour sa place, en oscillant entre exigence, rejet, autosabotage, tiraillé entre le désir intense de lien, de crainte d'abandon et une crainte de l'intrusion également, et d'éprouver des difficultés à s'ancrer dans les relations stables et apaisées. Et vous voyez tout ça, on était sur l'axe de la volonté de puissance, du sentiment d'infériorité et supériorité, l'axe uniquement l'axe vertical. Il existe un axe horizontal. Et cet axe horizontal,
C'est ce qui va nous permettre justement plutôt de se sentir à sa place, avec une confiance stable en soi-même et en les autres, de trouver sécurité, équilibre dans ses relations, sans avoir en permanence à justifier sa place ou à défendre sa place. Et pour Adler, c'est le sentiment de Gemeinschaft-Gefühl, de sentiment social, sentiment d'appartenance, cette capacité à coopérer qui est la clé qui différencie les orientations de nos compensations. Donc soit, comme je vous disais tout à l'heure, des compensations qui sont sur l'axe vertical, soit on ajoute l'axe horizontal, l'axe de la coopération, du sentiment d'appartenance, de l'intérêt social. Et à ce moment-là, on se sent à sa place. Et on compense de manière adaptée et coopérative, du côté utile de la vie, dirait Alfred Adler. Et c'est pour ça qu'il disait que il insistait sur la nécessité d'éduquer et de renforcer le sentiment d'appartenance, car il constitue un socle de l'équilibre psychique et relationnel durable. Pour Adler, l'éducation va jouer un rôle clé dans la transformation du sentiment d'infériorité. Et pour ça, il faut encourager l'enfant à développer son sentiment d'appartenance et sa confiance, favoriser une compensation saine et constructive, lui permettre d'expérimenter ses capacités, son utilité. Tout ça à travers les outils, comme on le voit très bien en discipline positive. Merci pour avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir d'autres capsules théoriques sur Alfred Adler. Au revoir.